suis à la fois pédiatre et généticien, j'ai la double formation. J'ai été l'élève de Jérôme Lejeune, c'est pour ça que je suis là, et de Marc-Ludwig Rétoré. Alors, comme vous le savez peut-être, pour des raisons d'organisation, je n'ai été prévenu, invité à faire cette conférence il y a quelques jours. Je ne vais pas vous faire une belle conférence académique, mais je vais quand même vous faire part de mon expérience. Alors, le père Humann m'a mis la barre très haute en me disant que vous étiez tous des surdoués. Alors, oui, des élèves très doués. Alors, je suis très impressionné. Alors, si parmi vous des brillants philosophes, ils vont peut-être trouver que je fais de la philosophie de comptoir, mais je suis simplement médecin. J'aurais été incapable de faire une classe préparatoire. J'ai dans ma famille des quelques personnes qui ont fait des classes préparatoires, mais moi, j'avais pas de niveau. Il faut dire aussi que quand j'avais l'âge d'être en prépa, j'étais pas très travailleux. Je préférais bouquiner. Alors, rentrons un petit peu dans les détails. Le père Humann m'a proposé comme fil conducteur deux mots, la liberté et la vérité. Et donc, je rebondis là-dessus et je vais vous parler un petit peu avec mon expérience concrète. Je vais parler de concret, puisque j'ai bien compris que si je voulais faire des spéculations, vous me battriez. Donc, concrètement pour moi, pédiatre et généticien, qu'est-ce que ça veut dire la liberté et la vérité? Alors, je parle de mon travail actuel, parce que comme beaucoup de médecins, j'ai tourné un peu dans ma vie. Aujourd'hui, je travaille à la consultation de l'Institut Jérôme Lejeune, que j'ai d'ailleurs contribué à créer il y a 18 ans. Nous l'avons créé à 3 médecins, le professeur Rétoré, le docteur Milcher et moi. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes une trentaine. Donc la consultation s'est bien développée. Alors, cette consultation est dédiée aux personnes de tous âges ayant un retard mental d'origine génétique. Quand je dis tous âges, c'est vraiment notre consultation, c'est de 0 à la fin de vie, notre moyen à 78 ans. Étant pédiatre, je vois surtout les jeunes enfants, mais au départ, j'ai vu pendant longtemps des adultes et des personnes âgées. Alors, 80% à peu près de nos patients sont porteurs d'une trisomie 21. Et vous savez ce que c'est la trisomie 21, j'imagine. Et les autres 20% des syndromes plus rares dont vous avez peut-être entendu parler, comme le syndrome de l'X fragile, le syndrome de Williams-Rennes, etc. Alors, cette consultation, ça sert à quoi? On propose des consultations de bilan et de suivi. Alors, dans certains cas, on pose un diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a des fois des parents qui examinent un enfant, qui a un aspect physique un peu particulier, un retard, donc on cherche à voir s'il peut y avoir un problème génétique. Et puis le plus souvent, le diagnostic a déjà été posé, ce sont des parents qui viennent tous les 6 mois ou tous les ans pour qu'on leur donne des conseils médicaux, des conseils pour leurs études ou pour leur travail. Une maladie génétique, ça touche toutes les cellules, et donc il y a souvent associé l'état de problème au retard mental. Et donc le but, c'est de rechercher précocement les problèmes éventuels, de les prévenir, de les traiter. Alors, c'est un travail d'accompagnement. Étant pédiatre, moi je dirais que la pédiatrie, c'est la médecine de la famille. On est un vrai médecin de famille, puisqu'on ne peut pas soigner un enfant comme on fait la médecine vétérinaire. Et puis je dirais, la pédiatrie, c'est la médecine préventive par excellence. C'est-à-dire que c'est pendant l'enfance qu'on prend en charge certains problèmes qui donneront après des essais. Je prends un exemple simple. Là, comme il y a une majorité de filles, elles sont peut-être intéressées, vous avez peut-être entendu parler des problèmes que pose l'ostéoporose chez les femmes après 50 ans. C'est quoi? C'est une fragilisation des vertèbres avec des douleurs, des fractures, etc. Et en fait, on sait aujourd'hui que si on veut empêcher ça, la prévention se passe dans l'enfance et la jeunesse. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est la vitamine D reçue avant l'âge de 15 à 18 ans et le sport fait avant l'âge de 30 ans. Donc, parce que la vitamine D n'est vraiment bien intégrée au squelette avant l'adolescence. Et c'est le sport qu'on fait jusqu'à l'âge de 30 ans qui fait qu'on a des vertèbres plus solides. Donc c'est pour ça que faire des choses après 50 ans, ça sert plus à rien. Enfin, je prends cet exemple, je peux en prendre d'autres. Et donc, pour être un vieillard en bonne santé, il faut avoir un bon pédiatre. Alors voilà, c'était pour vous donner un peu le cadre de mon travail. Maintenant, je vais aborder un petit peu les sujets. Alors, la liberté. Alors, le père Humann m'a dit qu'il y avait parmi vous des gens d'origine très différentes, des matheux, des philosophes, des littéraires. Vous êtes globalement tous, c'est ça, il y a de tout en face de moi. Et plus de scientifiques, mais... Plus de scientifiques. Bon, alors, la liberté, c'est un vaste sujet, vous le savez, il faut des jours de travail, toute une école de philosophie, pour arriver à dire ce que c'est que la liberté. Alors, moi je vais aborder les choses d'une manière médicale, c'est très simple. Vous avez certainement lu Jean-Paul Sartre, que je considère comme un esprit extrêmement perfide, mais tout le monde lit parce qu'il est à la mode que je trouve les gens perfides.
Et dans son livre Le diable et le bon Dieu, je ne sais pas si vous l'avez lu, il montre l'auteur, enfin le héros principal, hésite entre le bien et le mal, et donc pendant une période de sa vie, il fait le mal en tant que chef de brigand, et dans une deuxième partie de sa vie, au contraire, c'était l'exemple d'un religieux, vertueux, qui fait le bien au prix de sa vie. Alors, l'argument sous-jacent, c'est qu'en fait, nous sommes en permanence libres de choisir entre le bien et le mal. Ça, c'est la définition de Jean-Paul Sartre. Une autre définition, c'est celle qui vient de la mouvance du libéralisme. C'est être libre, c'est d'avoir aucune contrainte. Hein, c'est le sommet de ça. Vous savez peut-être, si vous êtes intéressé à cette époque, dans les années 70, le grand slogan, c'était pouvoir jouir sans contrainte. Pour certains, c'est ça la liberté. Alors, moi, personnellement, une définition un petit peu différente de la liberté, c'est de pouvoir disposer à tout moment des moyens de faire le bien. Donc oui, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous voyez bien que les différences sont très différentes. Alors, j'arrive pour ça à l'arbre de la Genèse. Vous connaissez certainement la Genèse. Alors, pendant longtemps, on a considéré la Genèse comme un traité de théologie à suivre à la lettre, et depuis le pape Jean-Paul II, qui l'a dit clairement, il a affirmé, il faut bien comprendre, c'est un récit de nature mythologique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas apprendre à la lettre. En revanche, ce récit de nature mythologique va nous dire des choses, et moi, en tant que médecin, j'étais bien fasciné par l'histoire de l'arbre, parce que quand on vous dit qu'il faut choisir entre le bien et le mal, et qu'il faut disposer de tous les moyens de faire le bien, la question c'est qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Et c'est là qu'on arrive sur l'arbre de la Genèse. J'ai pas de Bible sous la main, mais j'imagine que vous avez tous un petit peu en tête l'histoire. C'est que ce récit mythologique dit que Dieu avait permis à l'homme et à la femme de manger tous les fruits du jardin, sauf celui d'un arbre, parce qu'ils mourraient. Et le tentateur, le serpent, leur dit, mais pas du tout, si vous le mangez, vous serez comme des dieux. Alors ça veut dire quoi, en pratique, dans mon propos? Ça veut dire que c'est Dieu qui détermine ce qui est bien ou mauvais. Et donc, manger de l'arbre, ça veut dire se mettre à la place de Dieu et considérer qu'on est capable de dire ce qui est le bon et le mal. Et donc, c'est un véritable bouleversement. Alors, pourquoi c'est un bouleversement? Parce que je rebondis sur un grand tournant, c'est l'invention de l'horloge. Alors, s'il y en a parmi vous qui aiment les lectures savantes, bien que je sois médecin, j'aime bien les lectures savantes. Et j'ai lu il y a quelques mois un livre que je vous conseille, mais qui est très de lecture ardue, c'est L'invention du progrès, de Frédéric Courvillois, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un livre de philosophie, enfin d'histoire de la philosophie, qui montre comment l'idée même de progrès est apparue. Et il démontre dans ce livre d'une manière extrêmement éblouissante combien l'invention de l'horloge a bouleversé complètement la pensée occidentale. Parce que je résume à son propos, parce que lui dit ça de manière bien plus subtile que moi, jusqu'à l'invention de l'horloge, on considérait que Dieu était à l'origine de tous les mouvements, de la vie et de tout. Et l'horloge, c'est la première fois que l'homme était capable de construire un mouvement perpétuel dans lequel Dieu n'intervenait pas. Et donc ça a entraîné un bouleversement considérable de la pensée, et c'est ce qui a, d'une certaine manière, abouti aux idées modernes, qu'on pouvait se débrouiller très bien sans Dieu, et d'ailleurs c'est le célèbre mot de Voltaire, que Dieu existe, pour moi ça ne pose aucun problème, je vais bien le croire, mais ce qui compte pour moi, c'est qu'il n'intervient pas dans ma vie, et puis je me comporte comme s'il n'existait pas. Et donc c'est ça, l'esprit moderne. Et aujourd'hui, vous savez, la génétique offre des tas de possibilités, au niveau de la procréation assistée en particulier, puisque aujourd'hui on peut faire une greffe d'utérus, on peut faire, vous l'avez peut-être entendu dans la presse il y a 2 ou 3 mois, une histoire originale, un jeune Anglais qui était homosexuel, qui vivait avec un ami homme, et qui voulait un bébé, a trouvé finalement pratique que la mère porteuse soit sa propre mère. Donc on arrive à des situations, aujourd'hui tout est possible, on peut greffer des utérus, acheter sur internet des ovules, des spermatozoïdes, non mais tout est possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui pour l'homme moderne, j'ai l'air de plaisanter, mais je suis très sérieux, ce qui est possible techniquement est devenu un droit. C'est possible, donc j'ai droit. Je ne sais pas si ça vous arrive dans votre internat, mais il y a des fois où on n'a pas tellement faim, on va quand même au self-service, je ne sais pas si vous avez un self.
Et puis, on prend quand même le morceau de viande qu'on ne touchera pas, on sait qu'on le jettera, mais on n'y a pas, on le prend. Donc, et cette mentalité moderne est assez étonnante. Alors, l'invention de l'horloge est une grande aussi conséquence que malheureusement, alors là c'est le médecin qui parle, beaucoup de gens ne l'ont pas encore pris en compte et je le déplore, c'est que ça a complètement perturbé notre rapport au temps. Et on va parler bientôt d'écologie, vous savez, du climat, mais pour moi on passe à côté du vrai problème qui est l'écologie du temps. Parce que aujourd'hui, vous le savez, grâce à la mécanisation, à l'informatisation, l'homme fait certaines tâches d'une manière bien plus rapide que dans les siècles précédents. Mais que fait-on du temps économisé, puisqu'on a l'impression que l'homme n'a jamais aussi peu de temps. On n'est plus capable d'écouter notre corps, par exemple, certains d'entre vous le savent peut-être, si on veut espacer les naissances dans un couple, on peut faire appel à la pilule ou des moyens médicamenteux, mais on peut aussi tout simplement observer le cycle féminin, et vous verrez que beaucoup de gens aujourd'hui ne sont même plus capables d'observer le cycle féminin. Le paradoxe aussi de notre époque, c'est que pendant des siècles, on travaillait plus l'été que l'hiver, parce qu'on se levait, on se couchait avec le soleil, et aujourd'hui, grâce à l'horloge, au code d'horloge, c'est l'inverse. On travaille quasiment plus l'été, et l'hiver, on a des journées terribles, c'est qu'on part la nuit, on rentre à la nuit, on est fatigué. Vous savez comme moi que beaucoup de gens deviennent dépressifs lorsqu'ils n'ont pas assez d'ensoleillement, hein, c'est connu. Et dans ces dépressions, on les traite avec une lumière, une photothérapie, c'est une lumière verte. Donc je veux dire, c'est que maintenant, nous sommes connectés de beaucoup de choses. Et est-ce que finalement, c'est une autre chose? Je pose des questions, hein, j'y réponds pas. C'est pour montrer que cette notion de liberté a des implications médicales très importantes. Alors, après, j'arrive aussi à un autre point très important pour moi, pédiatre. Je pose toutes les questions, hein, j'y réponds pas. Chacun de vous, après, en son âme et conscience, on tirera la conclusion qu'il veut. C'est pas le problème de l'avortement. Comme vous le savez, il est présenté comme un outil et un moyen incontournable de la liberté de la femme. Alors, moi je me pose la question, est-ce que réellement une femme est plus libre lorsqu'elle peut interrompre la vie d'un enfant qu'elle porte? Enfin, là encore, c'est pour ça qu'aujourd'hui on retombe sur la définition de la liberté. Alors, il y en a qui vous disent subtilement, la liberté de quelqu'un s'arrête quand celle de l'autre commence. Alors, dans le cas d'un fœtus, la question c'est comment peut-il exprimer sa volonté? Alors, dans la même ordre d'idée, c'est aussi un enfant quand je veux et comme je veux, qui n'est pas forcément naturel. Tous les généticiens savent que le meilleur âge, alors là, je serais un peu comme faire ma devoir, le meilleur âge pour une femme, d'un point de vue génétique pour un enfant, c'est entre 19 et 27 ans. C'est l'âge où on a le moins de pépins génétiques. Or, aujourd'hui, vous le savez, puisque la presse m'a beaucoup parlé, les Françaises en moyenne sur leur premier enfant à 33 ans. Bon, alors, j'ai rien contre, mais on veut faire comme nous des études brillantes, terminer je suis pas major de Polytechnique, normal sup ou autre. Ensuite, on attend après d'être soit rentré au Conseil d'État, soit à la Cour des comptes, ou je ne sais trop où. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'il n'y a pas que le risque génétique. Et moi, le pédiatre que je suis le vois bien. Il y a un âge pour tout. Et il faut bien ne pas oublier que quand vous faites un enfant, mettons, à 40 ans, parce que même à Paris, on voit de plus en plus de jeunes mères à 45 ans. Mais quand l'enfant a 15 ans, vous aurez 60 ans. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez été des adolescents exemplaires, gentils, travailleurs. Sachez que tous les adolescents ne sont pas comme vous. Et certains ados, quand vous avez 60 ans et que vous êtes fatigués par la vie, c'est chaud. Non mais, bonjour. On a commencé à parler de la liberté. Alors, parmi les autres sujets oui, je vous aborde des choses par petits bouts comme un puzzle. Alors, je ne fais pas un truc très structuré, mais je donne un peu toutes les idées comme je lis. Alors, l'autre problème, c'est celui de la liberté de l'homme dans le monde. Alors, je vous ai dit que j'aimais beaucoup lire, et il y a un auteur que j'aime beaucoup lire, c'est Saint-Augustin. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Je peux commencer par les Confessions, qui se lit quasiment comme un roman, ou bien, et là on retombe sur les débats actuels, la cité de Dieu. Alors, Saint-Augustin, comme beaucoup de pères de l'Église, s'est battu contre l'idée païenne que les planètes, les astres influençaient l'homme.
Parce que beaucoup de Romains et de Grecs considéraient que l'homme n'était pas vraiment libre. Et d'ailleurs, vous savez, dans la mythologie grecque, c'est quand l'homme cherche à échapper à son destin qu'il le précipite. Hein, donc l'exemple que tout le monde connaît, même si vous n'êtes pas fan de littérature grecque, c'est le cas d'Édipe. Hein, son père, sachant que son fils le tuerait, lui s'en débarrasser, et malheureusement le fils, ne sachant pas que c'était son père, l'a tué plus tard. Hein, donc c'est pour ça que c'est l'eau. Donc il y avait quelque chose de tragique dans la pensée gréco-latine, et donc c'est pour ça que saint Augustin a toujours insisté sur le fait que l'homme était libre. Alors, si je parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui remettent en cause la liberté de l'homme. Par exemple, certains vous diront que l'homme est conditionné par ses gènes. Si vous regardez des séries télévisées américaines, le logicien que je suis sourit. Quand on vous dit avec tel homme c'est normal, il a commis tel crime parce qu'il y avait le chromosome du crime, il y avait tel gène. Alors on sait, par exemple, qu'il y a 30 ans, les généticiens anglais ont étudié systématiquement les chromosomes des criminels qui avaient commis des meurtres. Et donc, en faisant cette étude, ils ont trouvé que certains de ces criminels avaient quelques anomalies chromosomiques, en particulier un double Y. Un homme ordinaire a un seul chromosome Y. Et alors, tout de suite, le chromosome du crime, l'Y en trop. En réalité, vous qui avez fait des statistiques, il y avait un biais, puisqu'on a fait une étude très ciblée. En réalité, on sait très bien qu'il y a des pères de famille parfaitement normaux chez lesquels on peut trouver ça accidentellement. C'est-à-dire que, et même si un chromosome pouvait donner une certaine agressivité, par exemple, on sait que dans le syndrome de Klinefelter, vous avez 2 X et un Y, les hommes peuvent être un petit peu agressifs. Le cas le plus célèbre, puisque la presse en a beaucoup parlé, hein, c'est Francis Holm, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un tueur en série qui avait tué une vingtaine de personnes, mais grâce au ciel, c'est pas parce qu'on a ce chromosome qu'on est forcément agressif. Imaginez que vous ayez, je vous cite un exemple, envie d'étrangler votre voisine, il faut quand même vous retenir. C'est pour ça qu'il faut considérer que le mal n'est jamais une fatalité. Hein. Un autre souci, pour moi, c'est ce qu'on appelle le structuralisme. C'est un mode de pensée, je ne sais pas si on peut dire que c'est une école philosophique, qui a été surtout développée par un ethnologue, et qui considère que l'homme est le produit d'une série de structures. C'est un carrefour, et on retrouve la même chose avec la psychanalyse. Il veut dire que la petite enfance conditionne tout. Non. Hein. Ma conviction, c'est que l'homme reste libre de ses décisions. Et je vais même plus loin, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'occupe de déficients intellectuels. Les trisomiques 21, en moyenne, à l'âge adulte, a un niveau intellectuel qui correspond, si on le teste, à peu près à un enfant entre 3 et 4 ans. Je viens du niveau intellectuel. Je ne parle pas du niveau affectif. Et donc, mais je reste convaincu que malgré cette limitation, il est libre. Et il est libre de faire le bien ou le mal. Tous les trisomiques 21 ne sont pas gentils, ils peuvent faire des bêtises volontairement. Vous le savez peut-être, lorsqu'un adulte est déficient intellectuel, ou bien il devient dément. La différence entre déficience intellectuelle et démence, c'est que la déficience intellectuelle est présente dès la naissance, alors que la démence, c'est quelqu'un qui était une intelligence normale jusqu'à ce qu'un jour il se dégrade. C'est pour ça que la maladie d'Alzheimer est une démence. C'est quelqu'un qui était parfaitement normal jusqu'à 60 ans. Je précise ça parce que pour le grand public, la démence, c'est la folie, pas du tout. Sur le plan médical, c'est une déficience intellectuelle, mais qui est acquise, qui intervient au cours de la vie. Et donc, il faut savoir que même une personne qui a une maladie d'Alzheimer, si à certains moments elle est complètement dans le potage, à certains moments elle est relativement consciente, et donc elle est libre de ses choix. Alors, pourquoi je parle de ça, c'est que moi en tant que médecin, il m'arrive des fois de faire des certificats médicaux pour faire la mise sous tutelle de certains patients. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la mise sous tutelle, c'est que lorsqu'on considère que quelqu'un ne peut pas gérer complètement sa vie et ses affaires, et une procédure juridique, ça passe par un juge. Le juge, s'appuyant sur un certificat médical et éventuellement des évaluations neuropsychologiques, peut décider de mettre cette personne sous tutelle. Et donc, c'est au médecin de faire une évaluation sérieuse, de voir quelles sont les choses que le patient, la personne peut encore faire, parce qu'il faut respecter une certaine liberté, et même quand elle est sous tutelle, le tuteur doit veiller à respecter la personne. Par exemple,
Si une personne, avant qu'elle développe sa manie d'Alzheimer, eh bien les vêtements de luxe, c'est pas parce qu'elle est mise sous tutelle que du jour au lendemain, vous êtes obligé d'acheter des vêtements, habillés avec des vêtements du supermarché. Oui, après, il y a une question du respect de la personne. Et il faut être vigilant, parce que vous verrez que parfois les héritiers demandent des mises sous tutelle, simplement pour préserver leur héritage. Et vous avez parfois des gens riches et âgés, qui dépensent leur argent volontairement, alors qu'ils ont toute leur intelligence. Je pense par exemple à un vieux monsieur récemment, où les héritiers avaient fait un signalement au juge en disant mais c'est un scandale, il dépense tous ses biens, il est devenu complètement fou, dément, alors qu'en réalité pas du tout. C'était un collectionneur de tapis, qui achetait des tapis de luxe, mais c'était parfaitement conscient, il les achetait au bon endroit, les prix étaient le prix du marché, il voulait collectionner les tapis, et ses héritiers se disaient que s'ils continuaient à acheter des tapis à ce rythme-là, il y a l'héritage. Non mais, tout ça, si je dis ça, j'ai l'air de plaisanter, mais pour dire que il faut toujours respecter la liberté des gens, être très attentif à tout. Parce que le médecin, s'il n'a plus le pouvoir financier d'autrefois, parce que les médecins aujourd'hui sont quasiment payés comme des femmes de ménage, en revanche, le médecin garde ce que les sociologues appellent le pouvoir de la signature. Et par nos certificats médicaux, nous nous engageons des fois certaines vies. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on signe quelque chose. Ce que je vous dis pour un certificat de mise sous tutelle, c'est vrai aussi même pour un certificat d'un examen génétique. C'est que quand on signe un examen génétique, on engage toute une famille. Alors, je ferai un cas un petit peu particulier, qui est le cas de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est la forme grave des psychoses, où on est déconnecté de la réalité. Le cas le plus connu, alors vous êtes peut-être un peu trop jeune pour être amoureuse de Leonardo DiCaprio. Trop jeune, il est trop vieux pour vous. Mais il a joué dans un film qui est excellent, qui s'appelle Shutter Island, ça vous dit quelque chose? Bon, alors, qui raconte l'histoire triste d'un soldat américain qui, traumatisé d'une part par les camps de concentration nazis qu'il a libérés, et d'autre part par un meurtre qu'a commis son épouse, disjoncte, tue sa femme, et puis bascule dans la folie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce monsieur, qui est vraiment schizophrène jusqu'au bout des ongles, a quand même un petit moment de lucidité qu'on voit à la fin du film, dans lequel il comprend son état et accepte la lobotomie. Et c'est pour vous dire que même un schizophrène gravement atteint a toujours des moments de lucidité. Et donc, quand on le suit, il faut toujours veiller à respecter ces temps de lucidité. Alors, voilà un petit peu les quelques idées que je voulais vous dire sur la liberté telle que je la vois. Vous pourrez après poser toutes les questions que vous voulez. Je fais volontairement un cadre souple et élargi. Alors, la vérité, alors là c'est aussi un vaste sujet. Alors, très philosophique. Lorsque j'avais votre âge, j'assistais au cycle de conférences que faisait un monsieur dont vous avez peut-être jamais entendu parler, qui s'appelait Jean Doja, qui était un philosophe qui considérait qu'il était important de former les jeunes, et il avait d'ailleurs pas tort. Il a écrit un livre qui s'appelle Y a-t-il une vérité? Il se trouve encore en librairie, mais peut-être que le style vous paraîtra un peu vieillot. C'est un livre qui a 40 ans. Vous avez dû le lire sans doute? Non, je connais déjà, mais pas ça. Non, vous êtes trop jeune pour l'avoir, donc désolé. Donc sachez que dans les vieilles bibliothèques, ça se trouve. Alors, c'est une question de fond. Y a-t-il une vérité? Alors, aujourd'hui, vous êtes un jeune, mais vous avez certainement entendu parler de Benoît XVI, le pape, qui a précédé le pape François, et qui s'est fait très mal voir, parce qu'il n'arrêtait pas de parler de la beauté de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, la pensée moderne considère qu'il n'y a pas de vérité. La formule la plus classique, c'est « à chacun sa vérité ». Vous vous souvenez, c'est le titre d'une pièce de Pirandello. Alors, ce qui est certain, c'est que les choses ne sont pas simples. Par exemple, moi qui suis un homme distrait, pas toujours observateur, je me dis que si j'étais témoin d'un accident, est-ce que j'irais déposer mon témoignage? Parce qu'on sait très bien que quand 10 personnes assistent au même accident, il y aura des versions différentes. Alors, si vous êtes un philosophe moderne, vous direz, oui, bien, ça prouve qu'il n'y a pas de vérité, chacun sa vérité. Mais si vous êtes dans une philosophie plus classique, comme celle d'Aristote, vous direz, si, il y a bien une vérité, mais en réalité, chacun n'en a qu'une partie. Vous voyez la nuance. Et la nuance est considérable. Alors, l'autre sujet, aussi fondamental pour moi, c'est est-ce que tout homme, toute femme ou tout homme, peut accéder à la vérité? Alors, et là,
je suis obligé de m'opposer, je viens de m'opposer à quelqu'un qui est un grand prophète, mais qui s'est trompé sur certains domaines, c'est Martin Luther. Parce que beaucoup de gens vous disent que Martin Luther est à l'origine de la réforme protestante, qui est une réforme religieuse. En réalité, pour moi, c'est pas une réforme, c'est une révolution. Alors, quelle est la différence entre réforme et révolution? C'est que une révolution prend les moyens de ne pas revenir à l'état antérieur. Alors que dans une réforme, on garde le reste. La réforme, c'est je ne toucherai pas un iota de la loi. Alors que la révolution, c'est faire table rase du passé, ce qu'a fait bien sûr Martin Luther. Par exemple, juste un exemple factuel, pour les catholiques, la messe a une dimension sacrificielle, et on se réfère à l'autel des sacrifices de la Bible, où on égorgeait le bélier sur une pierre d'autel. Et c'est pour ça que, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, dans tous les autels, même en bois, en plastique, en polystyrène ou en autre, il y a un petit trou dans lequel on met une pierre qui symbolise la pierre de l'autel. Ça symbolise la dimension sacrificielle. Et Martin Luther avait refusé cette dimension sacrificielle, considérant que notre simplement un repas fraternel. Et donc, pour bien le démontrer, tu vois, je dis qu'il avait une démarche révolutionnaire. Il avait scellé sur le seuil des églises la pierre d'autel pour qu'on marche dessus et qu'on la piétine. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une démarche révolutionnaire. Alors, si elle a été révolutionnaire au point de vue de la religion, elle était aussi sur le plan philosophique. Et donc, pour Luther, bien sûr qu'il y a une vérité, puisque Dieu est la vérité. Mais, c'est très important, l'homme n'est pas capable, par sa pensée, d'arriver à la vérité. Et donc, c'est là qu'il y a une différence fondamentale entre la pensée protestante et la pensée catholique. Et c'est pour ça, à mon avis, que le pape Benoît XVI a été autant la cible de beaucoup de penseurs, parce que il a toujours dit que l'homme, au contraire, pouvait parvenir par sa pensée à la vérité. Alors, ce sujet a l'air de s'éloigner de mon propos, mais pas du tout. Parce que on est au contraire en plein dans des sujets médicaux chauds. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des déficients intellectuels que je suis, mais ça pose aussi la question que vaut le témoignage d'un déficient intellectuel. Dans notre service, nous avons la plus grosse consultation du monde de personnes trisomiques 21, puisqu'on en suit un peu plus de 6000, et donc on voit tout. Et certains, malheureusement, sont des fois victimes de maltraitance en produit d'agression sexuelle. Les pervers choisissent les proies faciles, les enfants, ou bien les déficients intellectuels, surtout ceux qui parlent pas très bien. Alors la question est, si un déficient intellectuel, que quelqu'un lui a fait quelque chose de très mal, faut-il le croire? Moi, qui les connais bien, j'ai envie de dire oui, mais c'est pas simple. Parce que souvent certains sont complètement perturbés par l'agression dont ils ont été victimes, surtout l'agression sexuelle. Des fois, n'arrivent pas à mettre en mots les choses. Certains se replient, développent des troubles du comportement, donc on les bourre de médicaments. Alors que si on prenait le temps de les détendre, de les écouter avec compassion, de trouver les mots qu'on pourrait dire, peut-être qu'on arriverait à les faire émerger la vérité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, la voix d'un déficient intellectuel n'a pas de valeur juridique. C'est que même dans un tribunal, un déficient intellectuel peut être témoin assisté, ce qui peut donner un témoignage avec l'aide d'un psychologue ou d'une assistante sociale, mais malheureusement, on considère juridiquement qu'il ne peut pas dire la vérité, et je le déplore. Alors, un autre sujet sur la vérité, et là, comme vous êtes tous en majorité scientifique, vous comprenez qu'est-ce que la vérité scientifique? Parce que si je vous ai parlé tout à l'heure d'une vérité de type philosophique, la question se pose aussi d'un point de vue scientifique. Qu'est-ce qui est vrai en science? Est-ce que ce qui est vrai est le fruit d'un consensus? Par exemple, en médecine, quelque chose n'est considéré que comme acquis que quand il y a eu plusieurs publications, c'est-à-dire plusieurs articles scientifiques sur le sujet. Et ce qui veut dire que celui qui sort de la case n'est pas reconnu. Je prends un exemple simple. Imaginons que quelqu'un dise, voilà, j'ai vu tel malade aujourd'hui, qui a évolué de telle façon. Et les gens me disent, c'est pas vrai, ça s'est jamais vu, et on va chercher sur Internet les articles, et on dit, non, voyez, c'est pas possible, tu t'es trompé parce que ça n'a jamais été publié. Oui, c'est ça. C'est le consensus, c'est l'unanimité. Une autre définition de la vérité scientifique, c'est la conclusion d'un test statistique. Alors là, en statistique, vous êtes sans doute très fort. On dit, ben voilà,
pour savoir ou quelle est la moyenne, quel est par exemple un exemple très simple. Quel est le bon rapport entre le poids et la taille? Eh ben, le problème, c'est que si on définit ça de manière statistique, ce qui est le cas aujourd'hui, ben on verra que le rapport de poids et taille varie au fil des générations, puisque les Occidentaux prennent du gras. Moi-même, je le dis d'autant plus volontiers que j'ai pris du gras avec l'âge. Jeune, j'étais comme vous. Et donc, c'est pour ça que, alors que c'est pas comme ça, à mon avis, qu'il faut définir la norme. Il faut dire non. Quel est le poids pour lequel on n'a aucun problème de santé, on est capable de courir, on ne fait pas d'apnée du sommeil, on n'a pas de diabète. Alors, pourquoi je dis ça? C'est pour vous montrer que même la pensée scientifique est contaminée par la philosophie. De toute façon, alors pour les très savants, il est paru là, il y a 1 ou 2 ans un livre fascinant, Les fondements philosophiques des mathématiques. Et donc voilà, c'est très intéressant parce que pour faire de la science, il y a toujours des présupposés philosophiques. Vous ferez les 2 études, la science d'abord et la philo ensuite, ou l'inverse. Alors, un autre point, et là on le doit à Auguste Comte et à ses élèves, aujourd'hui, dans toute la mentalité moderne, et en particulier en médecine, n'a de valeur que ce qui est mesurable. C'est que jusqu'à une 50aine d'années, en médecine, on avait une démarche qualitative. Par exemple, telle maladie a une forme typique qui ressemble à ça et ça. Maintenant, on a une démarche quantitative. Il faut dire que voilà, je trouve tel score, et avec tel score, j'ajoute tel diagnostic. C'est qu'à terme, on pourrait imaginer, mais je vous rassure, ça ne se fera jamais, que le médecin soit remplacé par un ordinateur, où le patient remplit même les signes. Vous voyez, donc là, j'ai une douleur dans la zone Z4, côté A10, là, j'ai une démangeaison. Donc. Or non, on sait très bien qu'il y a des choses non mesurables qui ont beaucoup de valeur. Par exemple, ce qui est très difficile à mesurer, c'est la qualité de vie. Sachez qu'il existe des indices de qualité de vie. C'est grâce à ça qu'on peut dire, vous l'avez vu dans la grande presse, que la France est dans le fond du panier et qu'il fait bien mieux de vivre dans tel ou tel pays qu'en France, ce qui fait rire, parce que vous savez comme moi que s'il faisait si mal de vivre en France, c'est pas trop de gens qui viendraient chez nous. Donc ça veut dire que la qualité est quand même difficile à apprécier, et aujourd'hui l'homme moderne ne sait plus apprécier la qualité. Alors dans le cœur, pourquoi j'insiste sur la vérité, c'est qu'on arrive maintenant aux questions les plus chaudes et qui sont au cœur de beaucoup de débats éthiques. C'est qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une personne, qu'est-ce qui fait la dignité humaine. Alors, ce sont des questions très importantes dont la clé est philosophique. J'insiste, c'est pas un scientifique de dire ce que c'est qu'un homme. Même Jérôme Lejeune, mon maître, s'est fourvoyé quand il a cherché à faire de la philosophie, parce que il disait que ce qui faisait la dignité de l'homme, c'est que l'homme était unique, parce qu'on sait très bien que le patrimoine génétique de chacun est différent. C'est un argument idiot, parce que ça veut dire qu'il assimile la dignité à la rareté. À mon avis, philosophiquement, c'est pas tenable. Alors, personnellement, je prendrais une définition de théologie classique. C'est que est un être humain ce qui est le fruit d'un homme et d'une femme. De l'union d'un homme et d'une femme, c'est une définition prudente. J'ai eu l'occasion de m'occuper, pas dans le centre Lejeune, mais dans un autre centre où j'ai travaillé autrefois, la Fondation Reparquet, où je m'occupais d'enfants très gravement handicapés, que le grand public appelle, avec un mot horrible, des légumes. Ce terme est inexact. Pourquoi on parle de légumes? Parce que certains ont dit, à tort, que quand on était très atteint neurologiquement, on était dans un état végétatif. État végétatif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'intestin fonctionne, le corps fonctionne, les poumons fonctionnent, et tout le cerveau. Et ce qui est idiot, parce qu'on sait très bien qu'au contraire, ça n'existe pas. Quand le cerveau ne fonctionne plus, au contraire, tout meurt. Et au contraire, et donc chez ces enfants très atteints, on arrive quand même quand on connaît les règles, avoir une vie relationnelle et une communication avec eux, mais il faut prendre le temps. Par exemple, il faut savoir que beaucoup d'enfants ayant des gros problèmes neurologiques ont des douleurs neurologiques. Ils ont mal en permanence, et je ne sais pas si vous êtes arrivé déjà d'avoir mal en permanence. Si vous avez mal, vous n'êtes pas très causant. Et donc il faut commencer par évaluer la douleur, la traiter, de même que beaucoup ont des gros troubles visuels, et donc des fois il suffit de leur mettre des lunettes pour améliorer la communication, etc. Alors, pourquoi je vous dis ça, c'est que
je pense sincèrement qu'il faut respecter l'homme tout le temps, sinon on aboutit à des horreurs. On a l'exemple bien connu du nazisme. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Les chambres à gaz n'ont pas été inventées pour les juifs, elles ont été inventées pour les déficients mentaux. La première chambre à gaz avait été installée dans un ancien château, transformé en home d'enfants, et comme au départ les nazis avaient mauvaise conscience, ils n'ont pas osé dire aux parents qu'on allait tuer leurs enfants handicapés. Ils ont dit qu'ils avaient mis au point une nouvelle méthode de rééducation qui allait les guérir. C'est comme ça que ça a commencé. C'est qu'à partir du moment où vous considérez que certains êtres humains sont plus dignes que d'autres, on aboutit à des horreurs. La question se pose même pour la maladie d'Alzheimer. Il faut savoir que la population française vieillit. Vous savez, puisque les jours où on parlait, il y a maintenant plus de 30 000 centenaires en France, le nombre de maladies d'Alzheimer explose. Si on fait une gestion économique, on a intérêt à tous les éliminer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien rester solide là-dessus. Alors, malheureusement aujourd'hui, il y a des philosophes modernes qui osent dire et osent écrire que la personne est un concept inventé par les chrétiens et qu'en dehors du christianisme, ça n'a aucun sens. C'est absurde. Ceux d'entre vous qui ont fait du latin savent que le mot personne vient du mot persona, qui était le masque de la comédie, et qu'au départ, on a utilisé ce mot pour désigner le rôle de quelqu'un dans la pièce. Et effectivement, les chrétiens ont donné la signification pleine de la personne, c'est-à-dire que l'âme unique, capable d'aimer. Et je suis convaincu, pour avoir eu des enfants très handicapés, qu'un enfant très handicapé est capable d'aimer ou même de rejeter. Et alors, pour nous, chrétiens, se pose même la question de la vie intérieure. Aucun de nous n'est capable de percevoir la vie intérieure de l'autre. Et peut-être que ces grands handicapés ont une vie spirituelle bien plus riche que la nôtre. Ça pose par exemple la question de l'accès au sacrement. On a envie de se dire des fois, mais qu'un enfant trisomique, à quoi ça rime qu'il fasse cette première communion de sa confirmation, il ne comprendra rien. Mais entre nous, est-ce que vous, là, les jeunes d'excellence, est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien compris le mystère de l'Eucharistie ou de la confirmation? Non, parce que quand on voit que des grands auteurs, comme saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin, ont reconnu qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas compris grand-chose, alors c'est peut-être un peu présomptueux de dire qu'il y en a d'autres qui comprennent moins bien que vous. Enfin, bon, je pose la question. Alors, un autre sujet important, et je retombe toujours à la vérité et l'homme, c'est la loi naturelle. Alors, la loi naturelle, il faut que j'en parle, c'est pas du tout une invention chrétienne, comme certains l'ont dit, c'est une invention de Cicéron. Je suis un fan de Cicéron. Cicéron, dans La République, si vous l'avez pas lu, je vous encourage à lire La République, c'est comme un roman, c'est passionnant. Cicéron était pour moi un des esprits les plus brillants de l'humanité, et donc c'est lui qui invente le concept de loi naturelle, car réutiliser l'église. La loi naturelle, c'est que il y a des choses qui font partie de la nature humaine, et qu'il faut respecter pour que l'homme soit épanoui, que la société humaine soit épanouie. Hein, parce que, et ça, bien sûr, tous les philosophes modernes ont battu ça en pièces, avec, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une mauvaise définition de la liberté et de la vérité. Alors, j'arrive à des sujets qui sont au cœur de mon métier, hein, l'interruption thérapeutique de grossesse. On appelle maintenant l'interruption médicale de grossesse. Alors, la loi française est très précise. Elle indique que elle est possible dans toutes les situations où il s'agit d'une maladie particulièrement grave et incurable. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, c'est sans condition de délai, ce qui veut dire que jusqu'à 1 minute avant l'accouchement, c'est possible. Alors, d'abord, il faut être clair, il y a une hypocrisie. Je m'explique. Interrompre une grossesse, au sens propre du terme, c'est faire sortir le bébé. Et vous comprenez comme moi que si vous faites aujourd'hui, on peut faire vivre des prématurés à partir de 26-27 semaines de grossesse. C'est pour ça qu'on pourrait interrompre une grossesse sans trop de problèmes, sans nuire au bébé. C'est pour ça que quand les gens parlent d'interruption de grossesse, c'est pas ça qu'ils veulent dire. Ça veut bien dire qu'il faut éliminer l'enfant. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'une maladie particulièrement grave et incurable? Aujourd'hui, une des premières causes d'interruption de grossesse en France, la trisomie 21. Moi qui suis matin, midi et soir, pas la nuit, des enfants trisomiques, j'ai envie de dire, moi je considère pas ça comme une maladie particulièrement grave, mais en tout cas c'est pas incurable dans la mesure où, grâce à la prise en charge médicale, on a bien amélioré leur statut. Il n'y a pas eu d'études en France, mais aux États-Unis, le professeur Charles Epstein a montré qu'en 20 ans, grâce à l'amélioration du suivi médical et de la rééducation, les trisomie 21 avaient pris en moyenne 20 points de QI, ce qui est considérable.
Aujourd'hui, un trisomie 21 bien suivi depuis la naissance a une insertion dans la vie, je dirais pas strictement normale, mais proche de la normale, il peut être heureux, épanoui. Et donc, est-ce que ça justifie l'interruption de grossesse? Un autre sujet délicat, c'est que vous le savez peut-être, en génétique, maintenant on peut faire ce qu'on appelle les diagnostics présymptomatiques. Je m'explique. C'est qu'il y a des maladies génétiques, où donc le gène est présent dès la conception, mais dont la maladie ne s'exprime que tardivement. Le cas le plus connu, c'est la chorée de Huntington. C'est une maladie neurologique effroyable, où à partir de 30-35 ans, on est parfaitement normal jusqu'à 30-35 ans, à partir de 30-35 ans, on se dégrade progressivement, et en une dizaine ou une quinzaine d'années, on finit grabataire. Alors, c'est une maladie qui est une hérédité génétique dominante. C'est-à-dire que quand un adulte est atteint, la moitié de ses enfants sera atteint. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand un sujet est atteint, on fait une amniosynthèse, et si le bébé a la même maladie, on interrompt la grossesse. Mais moi, j'ai envie de dire, sachant que cet enfant aura une vie parfaitement normale jusqu'à 30 ou 35 ans, parce que c'est vraiment illicite, l'interruption de grossesse, en sachant que dans 30 ou 35 ans, la médecine en fait des progrès, on pourra peut-être guérir cette maladie. Enfin, je pose la question, hein, j'y réponds. Alors, un autre sujet délicat, c'est celui des arrêts de réanimation. Alors, aussi, quand je dis arrêt de réanimation, il ne faut pas se confondre. Le pape Pie XII a écrit donc dans les années 50 que un médecin était tenu aux soins ordinaires et pas aux soins extraordinaires. Alors, vous comprendrez tout de suite que la notion de soins extraordinaire varie suivant les époques et les pays. En 1950, 24 heures de réanimation avec une machine, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, je dirais pas que la plupart d'entre vous ont fait 1 ou 2 jours de réanimation, mais c'est banal, il suffit de se faire renverser dans la rue, bon, devenu banal. Mais ce qui est banal en France, en revanche, si vous êtes au milieu du Mali, en revanche, la réanimation, ce sera compliqué. Donc ça veut dire que la notion de soins ordinaires et extraordinaires est devenue très relative. Et en particulier, ce qui est devenu maintenant délicat, c'est de savoir si oui ou non une vie mérite d'être vécue ou non. Et on tombe sur le cas précédent. Hein, l'affaire, il y a quelques années, il y avait un jeune pompier qui a eu un accident grave et qui avait des séquelles neurologiques importantes. Et on avait beaucoup débattu de savoir s'il fallait le tuer ou pas, parce qu'en fait, il était parfaitement autonome, il était pas en réanimation. Et ça, je le sais parce que j'ai un de mes amis qui était expert auprès des tribunaux avait expertisé le dossier. Et donc là, on a menti à la presse, parce que finalement, on a dit que on avait arrêté la réanimation qui décidait, alors qu'en réalité, c'était quelqu'un qui était une autonomie parfaitement normale sur le plan respiratoire, et exprès, on l'a envoyé en réanimation, on a mis une sédation importante et on l'a débranché. C'était pour moi un assassinat pur et simple. Donc ça veut dire que la notion de vérité est importante aussi. C'est de mentir, de dire que quelqu'un est mort neurologiquement alors qu'il ne l'est pas. Hein, il y a eu un autre exemple célèbre aux États-Unis. Il y a une femme qui, suite à un accident, était dans un coma prolongé, mais parfaitement autonome, et pas besoin de réanimation. En revanche, elle ne pouvait plus avaler, et donc elle était alimentée par une sonde gastrique. Et son mari, qui voulait se remarier et surtout revendre l'appartement, parce qu'il faut savoir que dans tous les pays occidentaux, on ne peut pas divorcer quand l'autre conjoint n'est pas conscient, il ne peut pas exprimer son accord. Et donc là, cette dame, ce monsieur voulant divorcer, surtout revendre l'appartement qui appartient aux deux, a demandé l'euthanasie de sa femme, qui est finalement d'ailleurs été acceptée. Alors c'est pour moi un scandale, mais en France, il y a une situation voisine en ce moment, vous savez, que l'affaire Vincent Imbert, où sa femme veut se remarier et est obligée d'attendre pour cela qu'on se débarrasse de son mari. C'est compliqué. Alors, moi je pense qu'il faut changer la loi et permettre que quand un des conjoints, objectivement, ne peut plus remplir ses fonctions, on reconnaisse le mariage comme nul, ce qui évitera, à mon avis, bien des euthanasies. Alors, un autre sujet important, toujours dans la vérité, c'est l'annonce du diagnostic. Hein, vous apprenez à des parents que
leur enfant a une maladie génétique. Vous apprenez à quelqu'un qu'il a un cancer. Vous apprenez à quelqu'un qu'il est porteur d'une maladie grave. L'annonce diagnostique, c'est compliqué. Alors, ne jamais mentir et toujours dire la vérité, mais pas forcément dire toute la vérité. Hein, il faut savoir aussi la dire en plusieurs mots. Alors, j'insiste sur le fait que l'annonce diagnostique, c'est pas une condamnation. C'est que quand on fait une annonce, et on peut faire un parallèle avec l'annonciation, hein, il y a aussi un projet de vie. Par exemple, si vous dites à des parents que leur enfant va en maîtrise du matin, il ne faut pas leur dire c'est foutu, abandonnez-le, placez-le dans une pouponnière, ou bien mettez la tête sous le coussin. Il faut dire, écoutez, il y a une crise du matin, bien sûr il y aura des soucis, mais aujourd'hui, la médecine a fait des progrès, il y a des moyens de rééducation, on va vous conseiller, on va vous aider, c'est qu'il faut qu'il y ait un projet. Hein, quand il n'y a plus de projet sur quelqu'un, c'est toujours grave, et d'ailleurs, vous le savez, pour faire avaler l'utilisation des embryons surnuméraires, certains généticiens ont trouvé une formule géniale, c'est des embryons sans projet parental. Donc c'est pour ça qu'il est toujours très important d'avoir des projets. De toute façon, vous le savez, vous les jeunes, les secrets du bonheur, hein, pour moi les trois principaux secrets, c'est se sentir aimé, avoir des projets et ensuite être utile aux autres. Parce que quand on est que centré sur soi-même, on n'est jamais heureux. Le nombrilisme conduit à la dépression. Alors, dans cette annonce, il faut bien se rendre compte qu'il y a plusieurs annonces. Par exemple, dans la trisomie 21, vous annoncez d'abord la trisomie 21, ensuite vous dites, non, ensuite, il faut que je vous dise, il y a aussi une cardiopathie, il faudra peut-être opérer. Ensuite, un manque de chance, il est né, il y a aussi une cataracte congénitale. Donc souvent, vous voyez, il y a plusieurs annonces, il faut y aller avec tact, délicatement, faire toujours annonce aux deux parents en même temps, hein, et prendre le temps de le faire asseoir les parents. Mais vous verrez, il y a encore beaucoup de gens qui disent, écoutez, on me l'a annoncé, j'étais encore dans la salle d'accouchement, j'avais encore les pieds dans les étriers, mon mari n'était pas là. C'est dramatique. Alors, ce qui est aussi délicat, c'est l'annonce aux patients. Parce que ce trisomique 21 dont je parle depuis le début, un jour il devient grand enfant, il commence à comprendre, et un jour il faut lui expliquer, lui montrer des photos de chromosomes, c'est pas toujours simple. Vous avez beaucoup de patients trisomiques qui refusent leur maladie, qui refusent d'être trisomiques, qui ont leur marque d'être trisomiques, j'en ai quelques-uns qui refusent même de se regarder dans une glace, c'est pas simple. Il faut accompagner tout ça. Alors, j'ai ajouté à la vérité le cas important du secret médical. Pour faire de la bonne médecine, il faut que le patient puisse dire tout, il peut le dire tout que si c'est qu'on ne répétera jamais. Et je considère que le secret médical doit être absolu. Le cas le plus célèbre, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, suite à une série d'attentats où certains résistants avaient été blessés par balle et que la police voulait les retrouver, la commandature allemande à Paris avait donné un arrêté disant que tout médecin sous peine de mort devait dénoncer tous les blessés par balle. Et l'ordre des médecins, le premier président avait l'honneur d'envoyer immédiatement un télégramme à tous les médecins de France en disant à aucun prix. Le secret médical est absolu. Alors, ça pose un problème compliqué, et on retombe aussi sur la vérité. Tout à l'heure, j'ai parlé des maladies génétiques qui s'appellent le syndrome de dyspragie. Alors, c'est quoi? Ce sont des femmes qui sont parfaitement bien portantes, aussi charmantes que vous, et qui portent ce gène tel que la moitié de leurs garçons sera déficient mental et autiste. Et ça évolue malheureusement dans certaines familles. Et alors, ce qui est compliqué, j'ai eu l'occasion personnellement de suivre 3 jeunes filles, chez lesquelles on avait fait le diagnostic qu'elles étaient porteuses, qui étaient fiancées avec des projets de mariage, et qui ont refusé, malgré mes conseils, à l'annoncer à leur fiancé. Donc le mariage a eu lieu Alors, moi, il est clair qu'en tant que médecin, je suis secret médical, il est hors de question que je dise quoi que ce soit. Mais personnellement, je pense que, je ne suis pas théologien, mais je pense qu'elles ont tort parce que ce serait un motif de reconnaissance de l'unité du mariage. Parce que un mariage peut être reconnu nul quand il y avait tromperie sur un sujet grave. Et là, c'est un sujet grave parce que ça touche la procréation et les enfants. Et donc je pense que ces jeunes femmes avaient tort, et ce que je vous dis, je l'aurais dit à elles, mais bon après... ce problème s'est posé aussi pour le sida, c'est que quand quelqu'un a le sida et veut continuer à courir les filles ou les hommes sans préservatif, vous médecin, même si vous ne pouvez rien dire. C'est le secret médical, donc c'est pas aussi simple. Alors je vais terminer sur un sujet qui est un peu à cheval entre les deux, parce qu'il me paraît très important,
Et dans la grande presse, on n'en parle pas toujours. C'est ce que j'appellerais le principe du double effet. Alors ça veut dire quoi? Vous avez peut-être entendu dire que il y a des fois des gens qui souffrent beaucoup, qui parlent de douleurs physiques, et on utilise parfois chez eux des médicaments qui peuvent, par effet secondaire, entraîner un arrêt respiratoire, c'est-à-dire un décès. Je pense par exemple à un médicament qui s'appelle l'Hypnoven, oubliez le nom, mais c'est pour vous dire que c'est une situation qui existe. Alors, moralement, pour pouvoir faire utiliser ce produit, on se base sur saint Thomas d'Aquin. C'est saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique qui a développé le principe du double effet. Il l'a développé à propos de la légitime défense. Et donc la question c'est, était-il permis de tuer un homme pour se défendre, en sachant que l'homicide est un péché mortel? Et alors, il a considéré qu'en fait, la première intention n'est pas de tuer. L'intention, c'est de défendre sa vie. Et même il va loin, il considère que défendre sa vie, c'est pas forcément une bonne chose, qu'il vaut mieux se laisser tuer. En revanche, il considère que dans la société, les forces de l'ordre et les militaires sont là pour défendre la vie des autres. Et donc eux peuvent tuer en sachant que eux, ce qu'ils font, c'est défendre la vie des autres. C'est pas la leur, parce que défendre sa vie, ça peut être un choix égoïste. Et donc, il considère que l'effet désiré, c'est de défendre la vie des autres. Et l'effet non désiré, mais inévitable, accidentel, c'est que parfois, en voulant défendre la vie des autres, on peut tuer d'autres personnes. Et alors, c'est pour ça qu'on a transposé ça à la médecine. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est traiter la souffrance, et on utilise donc les médicaments à des doses thérapeutiques. On n'a pas du tout l'intention de tuer, on prend tous les moyens pour ne pas tuer. Par exemple, on sait que certains médicaments entraînent une respiration plus difficile, et ben donc on donne de l'oxygène s'il le faut un petit peu, éventuellement on aide les patients avec de la kinésithérapie respiratoire, donc vous voyez, il y a vraiment une démarche de soins, mais on considère que s'il venait à décéder, ce serait un accident et qu'on a cherché à minimiser au maximum. Alors, vous voyez un petit peu le tableau. Alors, en conclusion, parce que j'ai essayé de tenir dans le lien imparti, je dirais que pour le métier de médecin, comme tout métier, que vous soyez fonctionnaire, ingénieur, même conducteur de camion, vous ne pourrez pas vivre et exercer pleinement votre métier sans avoir réfléchi sur la liberté et la vérité. Ce sont des choses fondamentales et vous verrez qu'aujourd'hui, la plupart des grands débats portent là-dessus. Regardez même, je parlais tout à l'heure de la liberté de la femme. Est-ce que d'interdire le voile ou de le permettre, ça joue sur la liberté? Est-ce que de mettre une femme quasiment nue sur une affiche dans un abribus, c'est une forme de liberté ou pas? Vous voyez que ce sont des questions importantes. La pensée occidentale s'est fondée sur le doute et le débat. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité, mais donc pour arriver à la liberté, il y a le doute, c'est-à-dire, nous chrétiens, nous savons tous que Saint Pierre et tous les apôtres, Saint Thomas ont tous eu le doute. Donc dans la pensée occidentale, on peut douter, dans la pensée occidentale, on peut discuter. Alors que vous savez, au contraire, dans la pensée musulmane, le doute n'est pas permis. On doit croire à la lettre ce que le prophète a dit. Et dans la pensée musulmane, on appelle ça l'Oumma, la communauté unie. Et c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez vu des musulmans en prière, ils sont tous agenouillés à côté en se touchant pour bien montrer qu'il y a un bloc. Et alors que là, dans la pensée occidentale, on est plus ouvert. Alors, pourquoi je dis ça? C'est pas du tout pour marquer des différences, mais que on arrivera à trouver un terrain d'entente entre musulmans et chrétiens que par une démarche philosophique qui est pas acquise, c'est pas simple, mais autour de la vérité et de la liberté. La liberté du croyant n'est pas vue de la même façon par un chrétien, par un musulman. La vérité n'est pas vue de la même façon. Pour un chrétien, on cherche à parvenir à la vérité et on y arrive, parce que pour un catholique on y arrive, alors pour un protestant on n'y arrive pas, on y arrive, mais au prix des fois d'un long chemin, alors que pour un musulman, la vérité a été écrite par le prophète une fois pour toutes, on ne discute plus. Et donc c'est pour ça que c'est très important, c'est au cœur de notre vie, la liberté et la vérité. Voilà, je vous proposais de m'arrêter là.